Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de Dead Space sur 360. Dead Space est édité par Electronic Arts, c'est développé par Visceral Games, c'est du survival horror en vue à la troisième personne. C'est disponible depuis le 23 octobre 2008 sur PC, PS3, Xbox 360 et c'est déconseillé au moins de 18 ans. Et Dead Space, de quoi ça parle? L'action se déroule en 2508, les ressources naturelles de la Terre sont épuisées et pour survivre, les humains décident de créer des vaisseaux qu'ils appellent les brise-surface et qui ont pour but de découvrir d'autres planètes afin de voir si elles sont vivables et si elles ont des ressources exploitables. De cette manière, l'USG Ishimura, le premier brise-surface créé pour l'occasion, découvre la planète EJ7. Nous, on incarne Isaac Clarke, un ingénieur qui est envoyé avec une équipe réduite retrouver l'USG Ishimura, découvrir ce qui est arrivé au vaisseau et pourquoi les communications sont rompues. Mais avant tout, il faut savoir quel sort était réservé à l'équipage et notamment à sa petite amie Nicole que vous voyez en ce moment, qui est la petite amie donc d'Isaac. Et je me répète, c'est génial. Le scénario, on peut en parler, ce n'est pas le point fort du jeu. Il y a quand même de bonnes choses dedans. Par exemple, il y a de bons rebondissements, de bons retournements de situation. Il y a quelques bonnes idées, notamment sur la fin et sur l'explication des créatures. Le cadre est excellent, il emprunte beaucoup à Alien et à Event Horizon. Donc Alien de Ridley Scott et Event Horizon de Paul W.S. Anderson. Donc c'est quand même deux très bons films. Mais le problème, c'est que malgré quelques bonnes idées, le scénario n'est pas mis en avant. Il comporte quelques clichés et tout ça fait qu'au final, le scénario n'est pas la raison principale pour laquelle on va jouer à Dead Space. Mais le véritable problème pour moi, c'est pas vraiment le scénario, c'est les objectifs. Ils sont pas très intéressants, ils sont cohérents. Par exemple, vous voyez, on est dans l'espace, on va à l'USG Ishimura qui est juste devant nous. Donc, je veux dire, on est donc dans l'espace, donc c'est assez flippant. C'est assez, y a quand même plein de risques et on va nous dire pendant tiens, on va traverser des débris et des astéroïdes, va rétablir le bouclier, c'est cohérent. Tiens, il y a une brèche, va réparer la brèche, c'est cohérent. Tiens, il n'y a pas d'air dans cette pièce, il faut que je passe, j'ai pas de combinaison, remets l'air, c'est cohérent. Il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est cohérent tout ça, mais le problème c'est que c'est pas intéressant et au final on a la sensation, l'impression de faire que des objectifs secondaires. En tant que joueur, j'ai vraiment eu l'impression de faire que des quêtes annexes et de ne pas avoir les quêtes principales qui nous font avancer dans l'histoire, qui nous font en apprendre plus sur les personnages, sur la situation et j'ai fini par raccrocher. Alors j'ai quand même suivi le scénario complètement, écouté les enregistrements audio, lu des trucs, je veux dire, dans le jeu on trouve aussi des manuels, enfin c'est pas vraiment des manuels mais on trouve quelques éléments qu'on peut lire. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire, j'ai écouté tout ce qu'il y avait à écouter et j'ai suivi le scénario. Mais honnêtement, je l'ai vraiment suivi pour pouvoir vous donner un avis parce que honnêtement, il ne m'a pas intéressé. J'ai fini par raccrocher et c'est la faute notamment aux objectifs, beaucoup plus que au scénario en lui-même. On incarne Isaac et Isaac, comme vous venez de le voir, on ne voit pas son visage. Et c'est assez frustrant au début du jeu parce qu'on se dit bah ouais, j'incarne un bonhomme, je sais même pas à quoi il ressemble, c'est complètement bidon. Puis finalement, au fur et à mesure, je trouve que c'est une bonne chose puisque la mise en scène dans cette séquence, vous voyez, elle donnait l'impression en fait d'être un membre d'équipage. Comme si on était à l'image d'Isaac, en fait, posé là, et on est face à la situation. Et le briefing d'Isaac, donc que vous venez de voir, est aussi le briefing du joueur. Intéressant. Cette séquence sert à poser les événements, donc on sait à peu près ce qui s'est passé, grossièrement, hein, mais on sait, et à découvrir les personnages. Donc on en voit deux. D'ailleurs, celui de droite, le bonhomme noir qui est en train de passer à côté de nous, il est basé sur les traits de Peter Mensah et Peter Mensah c'est quand même pas de la merde puisque c'est doctoré dans la série Spartacus avec Manu Bennett et c'est quand même pas de la merde non plus. Au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, on traverse des séquences vraiment éprouvantes, vraiment stressantes, vraiment prenantes.
Et on finit par faire corps avec Isaac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on se demande plus à quoi ressemble Isaac, parce qu'on est tellement dedans. En tant que joueur, j'ai eu l'impression de devenir Isaac. J'ai eu vraiment l'impression de ne plus incarner un personnage lambda, mais d'incarner Isaac sans forcément être mis à sa place. C'est les situations, les séquences qu'on traverse qui font qu'on se sent proche du personnage. Et ça, c'est quand même un très bon point. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un survival horror. Et en avançant dans le jeu, j'ai eu l'impression de faire équipe avec lui. J'ai eu l'impression de progresser avec lui. Et j'ai dû l'emmener au bout de l'aventure. Et au final, en tant que joueur, malgré le fait que le jeu ne soit pas un FPS, j'ai fini par devenir Isaac. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et puis d'assez rare, surtout pour un TPS, puisque les TPS sont rarement immersifs. La sécurité devrait nous attendre là. Ce qui me fait dire ce que je dis, c'est pas uniquement un ressenti personnel, c'est aussi la fin du jeu, puisque on a surmonté tous les obstacles, on a traversé tous les dangers, on a réussi à surmonter toutes les épreuves. Et là, à la fin du jeu, on a comme une récompense, on découvre le visage d'Isaac, comme si les développeurs nous disaient « Écoute, t'as fini le jeu, on te fait un cadeau, tu peux voir avec qui t'as fait équipe pendant tout le jeu. » Et je trouve que c'est vraiment une super idée. C'est vraiment... je trouve que c'est très rare dans les jeux aujourd'hui, et c'est vraiment une bonne chose. Sachez quand même que, pour revenir au visage d'Isaac, il y a deux astuces qui peuvent nous permettre de découvrir son visage. La première, c'est de tourner la caméra donc dans la cutscene que vous voyez au début pour voir son visage. Alors attention, ce n'est possible que en New Game Plus. En nouvelle partie, vous ne pouvez pas. La deuxième possibilité, c'est de mettre la caméra face à Isaac lorsqu'il est équipé de la tenue niveau 1. Là, je suis équipé de la tenue niveau 5. Une fois qu'il sera équipé de la tenue niveau 1 et que vous mettez la caméra face à lui, vous pourrez voir qu'il a un badge sur le torse et que ce badge comporte une photo de son visage, et du coup vous pourrez voir grossièrement à quoi il ressemble. Alors c'est pas très bien fait, hein, c'est pas le but, mais oula, il y en a beaucoup. C'est pas très bien fait, mais disons que vous pouvez voir grossièrement les traits de votre personnage, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Disons que c'est la petite anecdote du jour. Comme je vous l'ai peut-être dit, Isaac c'est un ingénieur, pas un soldat. Et ça se ressent à plusieurs niveaux dans le jeu. Et notamment au niveau de l'arsenal, puisqu'il n'est pas composé d'armes, mais composé d'outils. Vous voyez, l'arme que j'ai dans la main, ce n'est pas une arme, c'est le cutter plasma. Et le cutter plasma, c'est un petit peu le ciseau à bois d'Isaac. C'est un petit peu la perceuse d'Isaac, si vous voulez. C'est vraiment un outil pour lui. C'est en aucun cas une arme. Et la totalité de son arsenal va être comme ça. Je veux dire, on va avoir que des outils qui vont avoir une fonction, et cette fonction va être par exemple de brûler, de dégager ou de trancher. Et trancher, ça va être très utile lorsque vous allez vous retrouver face à des ennemis. Pourquoi? Parce que pour démembrer les ennemis, pour tuer les ennemis, pardon, ben voilà, j'aurais commencé par la fin. Pour tuer les ennemis, il va pas falloir viser la tête, il va falloir viser les membres, il va falloir les démembrer. Et ça, je trouve que c'est déjà une idée assez originale. Parce que c'est vraiment peu présent dans les jeux. Aujourd'hui, il suffit de viser la tête et puis c'est réglé. Mais là, on a la possibilité de tuer les ennemis d'une autre manière. Et je trouve que c'est... Ouais, c'est original. Je vais pas le dire 50 fois, mais je trouve ça original. J'étais vraiment étonné au début. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon point. C'est vraiment quelque chose de peu fréquent. Voilà, je vais essayer de changer de terme un petit peu, mais c'est peu fréquent. Et finalement, c'est une bonne chose. Ça permet de donner quand même une identité au titre. Et c'est toujours bon à prendre.
Surtout quand on crée une nouvelle licence. D'ailleurs, les créatures que l'on va croiser au fur et à mesure de notre progression dans le jeu sont appelées des nécromorphes. Et ça va du coup me permettre de vous parler un petit peu du bestiaire, qui est franchement l'un des gros points forts du titre et une très grande réussite dans ce Dead Space. Le bestiaire est très varié. Je ne vais pas vous donner énormément d'exemples, mais quelques-uns. Vous avez par exemple le nécromorphe, donc, que vous venez de voir, le nécromorphe noir, le nécromorphe obèse, l'espèce de nécromorphe lézard, et vous en avez d'autres. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences entre les différents types de nécromorphes, et globalement, je trouve que les créatures sont très inspirées de The Thing, de John Carpenter. Encore un chef-d'œuvre, vous voyez, Alien chef-d'œuvre, Event Horizon très bon film, The Thing chef-d'œuvre. Donc ils sont vraiment inspirés de grandes œuvres du cinéma, ou en tout cas de bonnes œuvres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le côté The Thing des créatures se marie vraiment très bien au cadre plus proche de Alien et de Event Horizon. Donc là-dessus, du bon, encore du bon, et toujours du bon. Ça c'est vraiment... j'étais vraiment très étonné que finalement, en tant que joueur et aussi en tant que fan de cinéma, je trouve que la référence à The Thing soit flagrante, sans être du plagiat ni rien, elle reste quand même flagrante, et pourtant elle se marie parfaitement avec le cadre du jeu qui est plus dans la veine d'un Alien ou d'un Event Horizon, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Toi, t'es pas prêt de te relever. L'ambiance du jeu est très réussie. C'est vraiment l'un des points principaux dans les survival, si ce n'est le point principal dans les survival. Et à ce niveau-là, Dead Space fait vraiment carton plein. Et c'est dû à plusieurs choses. Mais avant de préciser tout ça, je vais vous parler simplement de l'ambiance en règle générale. Je trouve qu'elle est très réussie. Et déjà pour moi ça tient à ces différentes références qui sont vraiment de très bons films. D'ailleurs si vous les avez pas vus, je vous les conseille tous les trois. Parce que beaucoup de gens ont cité Alien et The Thing à l'époque, mais je me rappelle pas que beaucoup de personnes aient cité Event Horizon. Et Event Horizon c'est probablement la référence principale pour ce Dead Space, puisqu'il y a beaucoup plus de points communs avec Event Horizon qu'avec Alien. Et du coup je voulais quand même rétablir ce fait. Event Horizon est un petit peu mis de côté vu que c'est un film de Paul Anderson, il faut pas trop en parler. Bon, moi j'aime bien, je trouve qu'il est bien, et puis bon, c'est quand même l'un de ses meilleurs films. Bon, après il a pas fait beaucoup de films bien derrière, mais quand on fait de bons films, il faut quand même le dire. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stase que je viens de trouver. Là où Visceral Games a fait fort, je pense, c'est qu'ils ont réussi à retranscrire toute la tension en fait qu'il y avait dans les trois films que j'ai cités, à s'en inspirer, mais à ne pas les plagier. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver donc ce qui était bien dans ces trois œuvres, ce qui faisait que ces trois œuvres étaient aujourd'hui des références pour beaucoup de cinéphiles, et à retranscrire donc ces différents points forts, ces différentes ambiances, ces différents bestiaires aussi, parce que ce sont tous les trois des films de SF claustrophobique, survival. Donc c'est tous les trois des films d'horreur, mais avec un environnement cloisonné, entre guillemets. Même si c'est un petit peu moins le cas pour The Thing, mais bon, vu que ça se passe en grande partie dans la base, on peut dire que c'est quand même cloisonné. Ils s'en sont inspirés sans les plagier. Pour moi, ça c'est vraiment un point qui devrait être plus mis en valeur lorsqu'on parle du jeu, parce que aujourd'hui c'est vraiment beaucoup de copiage dans les jeux et même dans les films en règle générale. Ils n'arrivent pas à s'inspirer d'une autre œuvre sans la plagier. C'est vraiment très rare qu'ils y arrivent aujourd'hui, les cinéphiles ou les réalisateurs ou les développeurs. Donc là, le fait que Visceral Games et les gars qui ont travaillé dessus
ait réussi à le faire avec ce Dead Space, c'est vraiment un point qu'il faut mettre en avant parce que c'est bien trop rare. On peut pas passer à côté. Remplacement de rame en cours. Patientez. Tout comme Survival Horror ou film d'horreur ou quoi que ce soit dans ce style, Dead Space comporte des jumpscares. Et moi je déteste les jumpscares parce que déjà je suis très réceptif. Rien que le son au cinéma, une porte qui claque au cinéma, je sursaute hein, tellement le son est fort. Il n'y en a pas trop dans Dead Space. Il y a beaucoup de jumpscares, mais il n'y en a pas trop. Et ça c'est pareil, c'est toujours une question de dosage. Arriver à faire quelque chose de très présent sans forcément aller dans... comment dire, dans le surdosage. C'est vraiment quelque chose d'assez difficile à maîtriser et Visceral Games a réussi à le faire également au niveau des jumpscares. Donc ça c'est quand même un point fort une fois de plus. Et je vais vous donner un exemple, en fait, c'est tout simplement l'exemple du tentacule. Parfois, lorsque vous allez avancer dans le jeu, lorsque vous allez jouer, vous allez croiser un tentacule, en fait, qui va vous choper et qui va vous tirer, vous emmener dans un trou. Et avant d'arriver dans ce trou-là, si vous voulez pas qu'il vous arrive des bricoles, il faut liquider le tentacule. Et c'est l'exemple parfait, en fait, du jumpscare réussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le croisez à 3 reprises dans le jeu. Ce tentacule. La première fois, c'est la première fois. Donc, vous êtes surpris. La seconde fois, vous vous dites, bon, je sais qu'il va y avoir encore ça, c'est fort probable, donc je ne me ferai pas avoir. Mais vous vous faites avoir quand même. Pourquoi? Parce que entre la première et la seconde fois que vous croisez le tentacule, vous traversez tellement de séquences stressantes, prenantes, il y a tellement de tensions qui se dégagent de certaines séquences, que finalement, vous ne vous attendez pas à retrouver le tentacule une nouvelle fois. Vous ne vous attendez pas à refaire face à cette situation. Et du coup, le choc est encore plus présent. Parce que c'est une fois de plus étonnant. Dans le bon sens du terme. Voilà, c'est exactement le genre de jumpscare réussi. Après l'avoir donc... croiser une deuxième fois ce tentacule, vous vous dites, bon cette fois je me ferai pas avoir, les développeurs m'ont eu une fois mais ils m'auront pas 2 fois. Et en ce qui me concerne, ils ont réussi à m'avoir une 3e fois. Et je vais vous expliquer comment ils ont fait. C'est parce que la 3e fois que l'on croise le tentacule dans le jeu, on est une fois de plus surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que on croise ce tentacule dans une zone qu'on n'a pas explorée. Et il sort par un trou, et le trou il est hors champ, puisque la zone on ne la connaît pas, et le trou on ne le voit pas. Donc on n'a aucune façon de prévoir que ce tentacule peut arriver, ou va arriver. Et du coup, une fois de plus, le choc est là, puisque on est étonné de toutes les manières possibles. Que ce soit pour le tentacule, ou pour ce soit... oula, elle n'était pas française cette phrase. Que ce soit pour le tentacule ou que ce soit pour d'autres jumpscares de style ou de type différents, les gars de Visceral Games ont réussi à faire vraiment quelque chose de varié, de surprenant. C'est pas toujours le même jumpscare, c'est pas toujours la même chose. Au final, on est vraiment dans quelque chose de travaillé. Il y a vraiment une volonté en fait de renouveler un petit peu le sursaut du joueur. Et du coup, ça marche. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que ça marche. Là où Visceral Games a fait fort, pour résumer, c'est qu'ils ont réussi à trouver le juste milieu entre les séquences d'ambiance, donc dans les couloirs, comme celles qu'on a maintenant, ou depuis le début du jeu, depuis le début de la séquence, puisque c'est le début du jeu. Ils ont réussi à trouver le juste milieu entre les séquences d'ambiance, les séquences de jumpscare, qui, bon, certes,
elle renforce pas l'ambiance, mais arrive quand même à surprendre et à étonner. Donc ce qui est quand même très fréquent dans les survival horror ou dans les films d'horreur. Voilà, il n'y a plus personne, je vais pouvoir remonter. Mais ils ont réussi aussi à trouver le juste milieu, donc entre ça et entre les séquences d'assaut, où on va être submergé d'ennemis. Et à ce moment-là, on ne va plus avoir peur de ce qui peut arriver, donc comme les séquences d'ambiance dans les couloirs, et on va avoir peur de ne pas arriver à gérer la situation. Donc ce qui est, une fois de plus, différent et intéressant, puisque c'est bien dosé. En tout cas, dans Dead Space, c'est bien dosé. Pour finir, ils ont aussi réussi à trouver le juste milieu avec d'autres séquences qui sont stressantes mais à leur manière, puisque ce sont les séquences sans gravité et sans air. Lorsque vous entendez votre personnage s'étouffer, donc Isaac s'étouffer parce qu'il est en manque d'air, je peux vous assurer que vous êtes stressé. Mais pourtant vous n'avez pas besoin d'avoir des ennemis, vous êtes stressé parce que vous avez peur que votre compteur tombe à 0. Et dans les séquences sans gravité, c'est pas vraiment du stress, c'est plus de la désorientation. Vous allez vous retrouver parfois la tête en bas ou sur les murs. Vous n'allez pas forcément le voir, ça va pas être flagrant et du coup ça va être déstabilisant un petit peu pour le joueur. C'est plein de séquences comme ça, de genres différents, mais complètement maîtrisés, qui font que Dead Space arrive à se renouveler et à étonner sur un plan purement orienté ambiance. Et ça c'est quand même c'est quand même un excellent point. C'est quand même très rare, trop rare aujourd'hui dans les survival. Il n'y a qu'à voir le sort qui a été réservé. Oula, il m'a fait peur lui. Le sort qui a été réservé à la saga vidéoludique Resident Evil. Je crois que l'exemple est flagrant. Si l'ambiance est réussie, c'est grâce à plusieurs points. Le premier, c'est l'ambiance visuelle. Le jeu est beau, il est vraiment beau. Il n'est pas exceptionnel, mais il est propre, il n'y a pas de problème. La palette de couleurs, ouais, est bien choisie. Il y a un gros travail sur les jeux de lumière. La réflexion des différentes lumières sur les surfaces est vraiment... Oh, espèce de saloperie. Tu vois pas que j'étais en train de parler, vilain? La différence en fait de réflexion sur la lumière, la réflexion de la lumière sur les différentes surfaces est vraiment bien faite, très très bien faite même je trouve. Il n'y a pas de gros changements mais ça reste très propre, très bien fait. Les jeux de lumière en eux-mêmes sont vraiment très soignés, donc là-dessus on est dans du bon, dans du très bon. Et surtout, il y a une volonté d'apporter différentes couleurs et différentes ambiances aux mêmes pièces en fait. Donc vous allez traverser des pièces qui vont être similaires, voire identiques, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et elles vont être éclairées de manière différente. Et le fait de les éclairer de manière différente en fait change complètement l'ambiance de la pièce. Par exemple, lorsque vous allez rentrer dans une pièce éclairée avec des bougies, donc ça va être dans les tons des jaunes, des rouges, des oranges, on va être plus dans une ambiance proche entre guillemets du satanique ou quelque chose comme ça. Lorsqu'on va arriver dans une ambiance davantage orientée bleu, on va avoir l'impression d'être noyé. C'est notamment le cas dans les séquences sans oxygène. Dans certaines pièces, vous allez être éclairé en vert. Et là, ça va renforcer l'aspect SF qui est présent par exemple dans les films Alien. Bref, il y a plein d'éléments comme ça qui différencient les ambiances en fait sur un plan purement visuel. Voilà, toi t'auras plus mal aux dents. Et c'est vraiment très très bien fait. En plus de ça, il y a des moments en fait où les lumières vont complètement s'éteindre. Donc vous allez traverser des zones lumineuses et la lumière va s'éteindre et vous n'aurez plus que la lumière de votre lampe pour vous éclairer. Et du coup ça rajoute un stress supplémentaire. Mais pas que. Il n'y a pas que ce genre de truc. Il y a encore d'autres types d'éléments qui rajoutent du stress au jeu. Et je vais mettre par exemple la bande son
je vais en parler juste après. Mais d'abord, je vais vous parler aussi des moins sur le côté technique du jeu. Bien que le jeu soit propre et beau, il y a quand même des aspects négatifs. Le jeu n'est pas parfait. Les ombres sont axées... Bon, je ne sais plus parler, c'est pas la peine. Les ombres sont assez pixelisées. Voilà, j'y serais arrivé. Les ombres sont assez pixelisées, donc je disais, il y a de rares textures vraiment dégueulasses et le sang au sol est souvent flou. Très souvent, très souvent, vous allez vous retrouver dans une zone, vous allez voir du sang par terre, vous allez vous approcher, il va être flou et ensuite vous allez le voir un petit peu mieux. Mais c'est pareil, c'est très bizarre. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de soins apportés au jeu, mais malgré tout, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Que ce soit les ombres, que ce soit certaines textures, que ce soit le sang par terre, qui va être vraiment très flou et très peu texturé de loin. Enfin, quand je dis de loin, par exemple, vous voyez, rien que là, ça suffit largement. Pourtant, c'est pas très loin. Donc voilà. Techniquement, le jeu est propre, il est joli, mais il n'est pas parfait. C'est dû notamment à certains points, et ces points, je vous les ai énoncés. Même si globalement, ça reste quand même du bon. Hein. Maintenant, on va parler un petit peu de la bande-son, parce que c'est un très gros morceau du jeu, et c'est sans doute la plus grosse qualité du jeu. On peut la diviser en deux catégories, comme toujours, les musiques et les bruitages. Je vais commencer par les musiques, comme d'habitude. Les musiques sont très rares dans le jeu, et je les trouve vraiment très belles, surtout vers la fin du jeu, où on est surtout dans des séquences dramatiques, où là, la musique fait vraiment tout le boulot, elle porte la séquence sur ses épaules, et j'y reviendrai encore un petit peu plus tard, mais il y a vraiment des moments où la musique, même si elle va durer que 15-20 secondes, elle va apporter une ambiance à la scène. En fait, elle va apporter un côté poignant à la scène. Ce côté poignant, il est dû uniquement à la musique, uniquement. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc les musiques, très rares, très peu présentes, mais bien emmenées, vraiment belles. Elles renforcent le côté dramatique de certaines séquences. Maintenant, je vais vous parler des bruits d'ambiance. Ils sont vraiment excellents. Là, on est vraiment dans du chef-d'œuvre. Les cris des créatures sont flippants. Les bruits d'alarme vous mettent une pression monstre. Les bruits de chair écrasée sont vraiment dégueulasses. Les bruits sourds, lorsqu'on est dans les séquences sans air, sont vraiment incroyablement bien faits. On a l'impression de se noyer. On a l'impression d'être sous l'eau. C'est flippant. Les bruits que fait Isaac lorsqu'il est attaqué par une créature sont vraiment flippants, que ce soit lorsqu'il s'étouffe ou lorsqu'il est chopé par une créature. Il va crier, il va hurler, c'est vraiment... c'est prenant. C'est prenant parce que on a l'impression de faire corps avec Isaac. Il y a une sorte de parallèle entre Isaac et le joueur. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que souvent, j'ai vu des joueurs qui se faisaient choper donc, par des créatures et qui hurlaient quand ils se faisaient choper par des créatures. Vous voyez, ils gueulaient, ils râlaient, ils juraient même. Et c'est fréquent, surtout dans les survival. Et quelque part, je trouve que même si Isaac ne parle pas, mais ça je vais y venir dans 2 minutes, il y a quand même un parallèle et une sorte de complicité avec le personnage, puisqu'il ne parle pas, ok, mais lorsqu'il se fait choper par une créature, il crie, il hurle, on sent qu'il en veut, qu'il veut se battre, qu'il veut se défoncer, qu'il veut survivre. Et quelque part, le joueur derrière sa télé, il va gueuler, il va crier, il va dire « Mais non, putain, c'est quoi cette bestiole de merde, la dégage !» Et au final, il finit par y avoir une sorte de connexion entre Isaac et le joueur. Et c'est ce que je vous disais, le jeu n'est pas un FPS, mais pourtant, j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment immergé dans le jeu, et j'ai fini par me sentir à la place d'Isaac, alors que je ne suis pas... je ne vois pas ce qu'il voit, je n'ai pas son point de vue, vous voyez. Donc c'est vraiment impressionnant. Visceral Games a réussi à faire quelque chose de génial à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu du doublage. La VF est vraiment bonne. Les personnages, que ce soit ceux qu'on va croiser ou les enregistrements audio qu'on va trouver,
Ils ont des bons doublages avec une bonne VF, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous le dis, il n'y a pas de voix qui vont vous faire dire « Ah mais c'est incroyable, c'est génial, c'est fabuleux, le mec mérite un Oscar ». Non, il n'y a pas ça dans Dead Space. En revanche, tout le monde joue bien. Tout le monde joue bien. Et même les enregistrements audio sont bien joués. Et ça m'a étonné parce que très souvent, c'est le genre de truc qu'on donne à des gars secondaires qui font ça à l'arrache, qui lisent le texte en même temps qu'ils enregistrent, et puis du coup ça donne un truc pas terrible. Là, il n'y a pas de ça. Là, tout le monde joue bien, c'est vraiment un point positif. Seul problème, Isaac ne parle pas. Isaac ne parle pas, et ça donne lieu à des séquences assez gênantes en fait. Notamment dans les moments dramatiques, puisque les personnages vont parler, ils vont nous parler, mais on va pas leur répondre. Du coup, ils vont faire le question-réponse. Ils sont dans ce qu'on appelle un monodialogue. Ils vont parler, mais ils vont parler finalement comme s'ils s'en foutaient d'avoir une réponse de notre part. Du coup, je trouve que ça nuit un petit peu à l'immersion, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut dire de Dead Space, c'est que le jeu est immersif. Il est réellement immersif. L'ambiance, la bande-son, l'aspect technique, donc toute l'ambiance visuelle au niveau des jeux de lumière et tout, le fait de ne pas avoir de HUD, tout le HUD, donc les informations, donc armes, vie, munitions, ce genre de trucs, tout ça n'est pas sur l'écran. Vous ne voyez rien, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a rien. Tout est sur Isaac. La barre de vie, en fait, les barres qu'il y a sur la colonne vertébrale, le long de la colonne vertébrale d'Isaac, c'est ça sa barre de vie. Le rond sur la droite de la barre de vie, c'est la stase. Vous voulez savoir combien de munitions vous avez, il faut viser avec votre arme. Il est impossible de déplacer ce HUD en bas à droite de l'écran. Donc ils ont réussi à faire un jeu immersif et à le rendre encore plus immersif en l'épurant complètement, en enlevant la totalité du HUD qui est normalement présent à l'écran. Et ça donne vraiment quelque chose d'excellentissime. Et ça va aussi dans l'inventaire, donc que je suis en train de vous montrer, donc qui est un petit peu sous forme d'hologramme. Si vous regardez bien, ce sont des skins 2D qui sont juxtaposés en fait, et ça donne un effet 3D qui rend vraiment bien. On peut même faire le tour, hein. D'ailleurs je vous montre. Vous voyez, on voit pas très bien malheureusement parce que la caméra se centre toute seule, voilà. Mais c'est vraiment pas mal foutu. En haut à droite, vous pouvez voir votre niveau de tenue d'arme et votre niveau d'armure, puisque le fait d'avoir des armures différentes, renforce le niveau de tenue d'armure et les place dans notre inventaire. Donc là, vous voyez, j'en ai 25, je crois. Donc l'inventaire, on va aller très rapidement, on va en faire le tour très rapidement. Ça sert à quoi? C'est tout simplement pour organiser son inventaire, sachant que si vous prenez un objet, vous voyez, vous le déposez, il est enlevé de l'inventaire, mais il est par terre, il n'est pas jeté. Je veux dire, vous pouvez le ramasser. Donc ça, c'est quand même un bon point parce que ça permet parfois de se séparer d'objets pas importants, mais de revenir les récupérer après. Je vais terminer ce vidéo test en vous montrant tout ce qu'il y a dans cette pièce, donc c'est-à-dire le stock, le tramway et les améliorations d'armes. Je vais commencer par le stock. Alors le stock, à quoi ça sert? Ça sert tout d'abord à vider ou à remplir son inventaire, à stocker des objets. Donc c'est pas compliqué, vous avez trois parties. La partie achat, où vous pouvez acheter ce que vous voulez. La partie inventaire, donc où c'est les objets que vous avez sur vous, tout simplement. Et le coffre, où là vous pouvez stocker des objets. Par exemple là vous voyez, j'ai mon kit de soins max, si je veux je peux le mettre dans le coffre. Vous voyez, vous faites déplacer et hop, il est dans le coffre. Et vous pouvez le récupérer quand vous voulez. Vous pouvez donc stocker, organiser, mais vous pouvez aussi vendre, ce qui va vous rapporter des crédits. Vous le voyez à droite, 5000 crédits, 2500, 105 000. Les crédits, ce sont la monnaie d'échange du jeu. Et ça va vous permettre d'acheter des choses. Et ces choses, c'est quoi? Ce sont tout simplement des armes, des objets ou des armures. Alors, vous avez 5 niveaux de tenue d'armure. Et une fois que vous avez fini le jeu, vous débloquez la tenue de niveau 6, que je ne vais pas vous montrer parce que ça spoil. Vous pouvez aussi acheter des objets. Donc, voilà, vous voyez, munitions, objets de soins. Donc les armures, voilà, tenue niveau 4, tenue niveau 3, tenue niveau 2, des armes,
donc, que vous voyez ici, qui sont pour la plupart assez originales, mais vous n'avez pas accès à tout ça dès le début. Si vous voulez acheter par exemple le lance-flamme, il faut trouver un plan qu'il va falloir ramener au stock, qui va débloquer l'accès donc par exemple au lance-flamme, et ce lance-flamme ensuite vous pourrez l'acheter. Donc là vous voyez je peux. Une fois que vous l'aurez acheté, vous pourrez l'améliorer. Voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais en plus de ça, vu que vous avez beaucoup d'argent, enfin, si vous vendez des choses, que vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des armes, vous pouvez acheter des munitions, vous pouvez acheter des armures, vous pouvez acheter des objets de soins, mais vous pouvez acheter aussi ce qu'il y a d'appelé des points de force. Donc, je vais vous montrer ça. Les points de force, c'est ça. Vous voyez, j'en ai 91, j'en ai acheté encore. Voilà. 9, 10. Voilà. Maintenant, j'en ai 100. J'aime bien tout ce qui est... faut que ça soit carré. Les points de force, ça sert à quoi? À améliorer nos armes. Alors, je vais acheter une arme. Comme ça, je vais pouvoir l'améliorer devant vous. Alors. Putain, on va acheter, par exemple, je sais pas, moi, au hasard, le méga PK. Ok. L'arme d'assaut. Le trancheur. Et voilà, et ça sera tout. On a ce qu'il faut. Donc on va organiser un petit peu notre inventaire. Donc ça, on va le mettre là. Et le méga PK, on va le mettre à droite. Une fois que vous avez une arme, même si vous n'en avez pas, vous pouvez améliorer directement votre personnage. Mais vous avez ce qu'on appelle une sorte de... Je sais pas trop ce que c'est ce machin, en fait je me rappelle plus. Je l'ai pas noté. Non, je l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. C'est une sorte d'établi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez, quand je disais texture dégueulasse, là, regardez le peu du costume qu'on voit d'Isaac. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. On voit pas beaucoup sur la gauche là, mais c'est dégueulasse. Donc vous voyez, quand je dis le jeu est beau, mais faut pas déconner non plus. Vous pouvez donc améliorer les rigs. C'est tout simplement votre réserve d'air. Donc vous voyez, maintenant j'ai 130 secondes, je pense. Et la force, donc c'est tout simplement la barre de vie. Vous avez la stase, donc j'en reparlerai, énergie et durée, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Et vous pouvez améliorer vos armes. Dommage, capacité, recharge, vitesse, il y a plein de trucs à améliorer. Moi je trouve que le niveau, disons, enfin c'est pas vraiment le niveau d'amélioration. Le système d'amélioration plutôt des armes est vraiment intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez, chaque couleur de sphère correspond à un élément, par exemple capacité, dommage ou recharge. Vous allez améliorer une sphère bleue, hop, vous améliorez votre capacité. Vous voulez améliorer les dommages, vous pouvez pas, point manquant, impossible de poursuivre. Donc il faut améliorer celui-là. Mais vous n'êtes pas obligé de tous les améliorer. Donc là c'est pas une bonne arme, je vais changer. Oh la poisse. Tiens voilà, là déjà c'est un petit peu plus intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de tout améliorer. Et du coup je trouve qu'il y a un petit côté stratégique, économe en fait dans les points de force. Puisque par exemple vous voyez, vous allez améliorer les dommages. Ça. Si vous voulez aller à celui-là, vous allez me dire il faut améliorer ça. Mais non, pas forcément. Vous améliorez ça, ça, et ça marche. Celui-là vous n'êtes pas obligé de l'améliorer puisqu'il vous rapporte rien. Vous voyez, c'est ça en fait que je veux vous montrer. Là, j'ai amélioré la totalité des dommages, des capacités de recharge, d'amplitude et de mine du trancheur. Et pourtant, je n'ai pas débloqué toutes les sphères, puisque comme je vous l'ai dit, les sphères ont différentes couleurs en fonction de leurs attributs, donc dommages, capacités, etc. Mais les sphères vides servent simplement de point de jonction entre deux sphères colorées. C'est tout simplement une porte qui donne accès sur un couloir, qui donne accès sur une autre porte, qui va débloquer par exemple des dommages ou rien du tout. Et là, vous voyez, j'ai économisé des points. Je ne suis pas obligé de les améliorer. Je peux très bien partir et améliorer mon méga PK par exemple.
Et vous voyez, une fois de plus, j'ai pas tout utilisé. Là, vous voyez, il y a un truc là, il y a un truc là. Pourtant, j'ai utilisé la totalité de mes... Je veux dire, j'ai tout amélioré. Mais il y a encore 2 sphères vides. Elles sont pas obligatoirement utiles pour améliorer notre personnage, puisque ce sont des sphères vides. Ce sont des sphères de jonction. Et ça, c'est quand même important. Si vous voulez économiser vos points, bon, moi, là, j'ai plus vraiment besoin, je peux tout améliorer, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, vous pouvez améliorer, enfin, économiser tout ça. Et du coup, c'est vraiment une bonne chose, surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Donc voilà, ça c'est fait. Je crois pas pouvoir vous dire autre chose sur les améliorations d'armes, je les trouve vraiment sympas, c'est assez original, c'est bien pensé. Il y a un petit côté stratégique qui fait vraiment plaisir, puisque finalement si vous voulez économiser, il faut chercher un petit peu, il faut réfléchir, il faut voir le machin. Quelque part c'est autant un mini-jeu qu'un système d'amélioration, et je trouve que c'est quand même une bonne chose. Maintenant, je vais vous parler du tramway, donc c'est le gros machin, là, l'espèce de gros suppôt qui est en face de moi. Le tramway, c'est tout simplement le système de locomotion. Voilà, j'aurais cherché le mot pendant un moment, mais j'y serais arrivé. Le système de locomotion qui nous permet de voyager donc d'une zone à l'autre, puisque comme vous le voyez, je vais m'avancer un petit peu. Comme vous le voyez, par exemple, là, on est dans une zone, donc cette zone. Mais par exemple, ça c'est une autre zone, ça c'est une autre zone, ça c'est une autre zone. Et pour accéder à cette zone, vous avez besoin du tramway. Sachant que lorsque le tramway vous amène à une zone, donc par exemple là voilà, vous voyez j'arrive ici, la porte s'ouvre, jusqu'à ce qu'on me dise retourne au tramway, tout ce que je vais faire ici ne bougera pas. Donc si je laisse un objet là, vous voyez, je prends un objet, je le laisse ici, je m'en vais, je reviens 1 heure plus tard, l'objet sera toujours là. Donc c'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte lorsque vous faites Dead Space. Tous les objets que vous ramassez, que vous laissez derrière vous, vous pouvez retourner les chercher tant que vous n'avez pas rejoint le tramway. Ça c'est la première chose qu'il est important de préciser. La deuxième chose, le tramway, vous ne pouvez pas y accéder quand vous voulez. Vous pouvez y accéder que lorsque vous avez fait tous les objectifs qui sont demandés. Donc, une fois que vous les avez fait, vous pouvez prendre le tramway. Tant que vous ne les avez pas fait, le tramway c'est nada, que dalle, niette. Tu restes ici et tu affrontes des bébêtes. Pour finir, je vais simplement vous dire que le tramway sert de système de sauvegarde manuel. Donc, vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. Je vais vous montrer. Voilà la carte. Vous voyez, il y a des espèces d'appareils photo. Je vais voir si je peux zoomer. Alors d'accord, je peux pas... Voilà, vous voyez, tout en haut, en dessous de R, il y a un appareil photo. C'est tout simplement une sorte de cadre qui est au mur et qui sert de sauvegarde manuelle. Mais si vous ne sauvegardez pas, vous pouvez toujours aller ici et sauvegarder manuellement à cet endroit-là. Sachant quand même que le jeu a des checkpoints. Donc si vous arrivez au tramway, que vous allez là-bas, que vous vous faites tuer, vous ne recommencez pas forcément de là. Vous n'êtes pas obligé de sauvegarder manuellement. Vous recommencez de chaque checkpoint. Par exemple, moi je crois que j'ai sauvegardé la première fois au chapitre 5. Et je crois que je suis mort une fois ou deux en refaisant le jeu. Et c'est pas pour ça que j'ai dû recommencer du début, parce que je n'avais pas sauvegardé. Donc, c'est un point qu'il est important de préciser. Je vous dis merci d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous mets face à Isaac pour vous dire merci. Je suis désolé une fois de plus, j'ai bégayé, je me suis emmêlé, j'ai dit des mots et des phrases qui sont pas français, mais vous le savez, puisque si vous regardez les vidéos, c'est probablement pas la première et ça sera peut-être la dernière, parce que moi qui suis français ne parle à peine français. Je ne parle pas français, je parle très mal français, je m'emmêle dans les syllabes et tout, donc je comprends que ce soit pas toujours agréable, j'en suis désolé. Mais je vais faire des efforts. Voilà, tout simplement, je vais faire des efforts. C'est qu'il faut que je parle vite, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais d'un autre côté, lorsqu'on joue et qu'on parle en même temps, c'est pas forcément facile non plus. Mais bon, c'est un choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la seconde partie. À tout de suite!
Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.